On l'oublie trop souvent, l'impôt n'a pas une vocation punitive, ni vocation à attiser la guerre des générations. Or, il existe aujourd'hui une version outrée de la chronique fiscale française qu'il convient de dénoncer. Il est devenu politiquement correct de stigmatiser la génération individualiste du baby-boom, qui aurait abusé de la consommation à crédit, reportant sur les générations à venir le coût de l'ajustement. La dette publique excessive serait le fruit de ces abus. Ces affirmations ne prennent jamais en considération le capital collectif dont hérite la génération suivante, ni le fait que la dette publique est aussi un actif légué à la génération suivante. Mais même sans entrer dans ces considérations, regardons les faits. La génération des baby-boomers a-t-elle à ce point vécu à crédit? L'idée est simplement fausse. Lorsque l'on somme la dette privée des ménages et la dette publique qui a alimenté leurs dépenses collectives, la France ne renvoie pas, loin de là, l'image d'un pays surendetté. La dette privée et collective des ménages était-elle supérieure à celle des pays de l'euro avant comme après la crise? Non. Était-elle notamment supérieure à celle de l'Allemagne? Non, pas plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Était-elle ou est-elle supérieure à celle des pays anglo-saxons? Sans surprise, non. Pas plus, on s'en doute, qu'elle n'excède la dette des Japonais. Lorsque l'on ajoute à cela la dette des entreprises, là aussi, la France demeure en bas de la hiérarchie. Faut-il d'ailleurs s'en réjouir? Cette modération ne traduit-elle pas, au fond, un faible appétit pour l'investissement productif, un déficit de prise de risque qui, en définitive, pénalise les générations nouvelles? Ce qui est vrai en revanche, et qu'avait pointé le rapport Pébreau en son temps, c'est que le vieillissement génère à travers le financement des retraites une dette implicite qui pèse sur les générations futures. Mais lorsque l'on évalue la part de PIB qu'il faudrait prélever sur l'économie pour équilibrer le régime des retraites et de santé à horizon 2050, la France, à nouveau, s'en sort plutôt bien. Sa dynamique démographique facilite l'équation du vieillissement. Pour équilibrer le financement du vieillissement, c'est-à-dire des retraites, de la santé et de la dépendance, la Commission européenne ou le FMI estiment que 2 à 3 points de PIB seront nécessaires à horizon 2050, au lieu de 5 à 6 points en Allemagne et au Royaume-Uni, ou 8 points aux États-Unis. Cela ne remet pas en cause le fait qu'un certain nombre de niches fiscales favorables aux retraités n'ont plus lieu d'être. Les retraités disposent effectivement d'un niveau de vie supérieur à celui des actifs et d'avantages fiscaux anachroniques, datant de l'époque où de nombreux retraités souffraient de pauvreté, notamment les femmes. Ces phénomènes de pauvreté sont moins intenses aujourd'hui que dans la population active. Ces avantages sont évalués à 12 milliards d'euros. Parmi ces 12 milliards, les avantages liés à la CSG ou à l'impôt sur le revenu bénéficient à 80% à la moitié des retraités les plus aisés. Vouloir mettre fin à une partie de ces dérogations a certainement du sens, y compris du point de vue de l'équité. Mais cet enjeu doit être relié au financement de la dépendance, enjeu que la crise n'a pas effacé. Non, la cagnotte des baby-boomers ne sera pas la solution miracle de notre insoluble équation budgétaire.